Bonjour, vous allez bien? Je pense qu'on peut démarrer de 15h15. Ne pas perdre encore plus de temps. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, donc on va revenir un peu en arrière sur ce qu'on avait vu la fois passée, savoir le premier TP. Donc, il s'agissait de mettre en place un environnement numérique de travail, un environnement de développement, mais aussi de pouvoir créer des groupes d'étudiants, des groupes de travail vous permettant de pouvoir mettre en application ce que vous apprenez actuellement sur votre cours. Ok. Bon. Pour le moment, je pense que j'ai reçu 9 groupes d'étudiants et à raison de 5 étudiants par groupe, on en est à 45. Et en principe, votre classe fait plus de 45 étudiants. Et donc, il faudra dire aux autres étudiants de se constituer en groupe parce que au plus tard, le cours prochain, on va fermer le formulaire et personne ne pourra faire des modifications. Okay? Donc, si vous avez aussi des changements à faire et autres, vous pouvez l'écrire sur le chat. J'ai vu aussi des groupes qui n'ont pas encore choisi de thème. Donc, il faut savoir aussi que ce sera obligatoire d'ici le cours prochain, que chaque groupe puisse faire une proposition. Parce qu'à partir de ce cours-là, on va commencer la validation des sujets, la validation des thèmes. Et chaque thème validé, en tout cas les étudiants qui vont constituer ce groupe pourront commencer à travailler et à partir du cours qui se suit, les démonstrations et les séances de travail pratique vont commencer. Donc, comme je l'avais expliqué, il s'agira pour un thème donné, pour une application donnée, de créer la version web, la version mobile, de créer la base de données qui devra être utilisée pour l'application web et l'application mobile. OK. Et au finish, de pouvoir créer une application une API du moins. J'espère que vous avez fait des recherches par rapport aux API. Donc, une API qui permet l'interaction entre le front-end, l'application web ou mobile, et la base de données. Donc, c'est ça une application. Et à la fin, pouvoir sécuriser et optimiser l'application pour qu'elle soit fluide, accessible à travers tous les supports de communication, qu'elle soit aussi très rapide en accès, etc., etc. Donc, c'était ça le premier point. L'autre chose aussi, c'était la création d'un espace de développement, d'un environnement de développement qui devait être composé d'un serveur Apache, ok, Apache ou d'un conteneur Tomcat ou autre si vous devez développer une application Java ou J2E. Ok. Donc, la mise en place aussi d'un serveur Apache ou Nix, l'installation d'un IDE qui vous permettra d'éditer le texte, de faire du développement, etc. Donc, on avait vu aussi que la meilleure solution était en tout cas la mise en place d'un espace virtuel, d'un serveur virtuel si la capacité de votre ordinateur vous permet de le faire, de pouvoir un peu mettre en place ce logiciel-là à travers VirtualBox ou autre. Et sur ça, vous devriez installer l'ensemble des paquets dont vous aurez besoin pour pouvoir accéder au serveur de base de données, au serveur Apache, PHP et aux autres langages de programmation que vous devez utiliser. Si c'est du Python, par exemple, il faudra installer les paquets nécessaires, etc., etc. Donc, en gros, c'est ce qu'on a vu la fois passée. S'il y a des questions, parce qu'en principe, chaque groupe devait, en tout cas, tous les étudiants devaient avoir au moins un environnement de développement fonctionnel, que ce soit sur Linux ou sur votre machine Windows ou Mac. Donc, vous devez avoir la possibilité d'installer l'ensemble des paquets nécessaires. Voilà. Sur le formulaire aussi, il y a autre chose. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont mis des adresses mail Gmail. Donc, il faut modifier et mettre vos adresses
institutionnelles, vos adresses UVS. Donc, pour pouvoir saisir, il faudrait nécessairement avoir votre adresse institutionnelle, votre adresse UVS. OK? Non, non, c'est pas à moi de donner les sujets. Chaque groupe propose un sujet. Maintenant, le sujet sera validé. C'est bon, on est en phase. OK. Donc, aujourd'hui, on va voir, toujours dans la continuité du cours, la sécurité applicative. OK. Donc, il y a des définitions qui ont été données par rapport à ça. OK. Donc, la sécurité des applications est un processus. Oui, de toute façon, il faut valider très rapidement parce qu'on commence à pas perdre du temps, mais le temps passe vite au fait. Et on n'a pas beaucoup de temps pour ce cours-là. Donc, il n'y a que 20 heures et il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travaux pratiques pour ne pas que le cours soit théorique. Il faudrait avoir la main et faire les travaux pratiques, les TP, les applications qu'on vous demande. Donc, la sécurité des applications est un processus effectué pour appliquer les contrôles et des mesures aux applications d'une organisation afin de gérer le risque de leur utilisation. Donc, il faudra apprendre cette définition par cœur. Donc, il faudra la comprendre et l'apprendre. La sécurité, c'est un processus effectué pour appliquer des contrôles et des mesures aux applications d'une organisation afin de gérer le risque de leur utilisation. Donc, au sens large, la sécurité, c'est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, humains, légaux pour minimiser la surface d'exposition d'une application ou d'un système contre les menaces. Donc, les menaces peuvent être passives comme actives. OK, donc c'est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, etc., etc. Donc, c'est juste pour vous dire que la sécurité des applications ne se limite pas aux critères sécuritaires que vous devez appliquer au moment du développement de votre application. Donc, il y a beaucoup de moyens qu'il faudra mettre en œuvre. Et parmi ces moyens, on a les moyens techniques. Et dans les moyens techniques, nous avons la sécurisation des applications qui sont développées. Ça, c'est une partie. Il y a la sécurisation du réseau autour duquel l'application doit être exécutée. Donc, si on doit installer des antivirus, des pare-feux, des VLAN au niveau des data centers où se trouve l'application, etc., etc. Ça, ce sont les moyens techniques. Les moyens organisationnels aussi, il faudrait qu'au moment de mettre en place une application, qu'on mette en place une organisation qui permet de sécuriser cette application-là. En quoi faisant? En définissant des privilèges, par exemple. Donc, dire que c'est l'administrateur qui a le droit d'afficher la liste des utilisateurs, que l'administrateur qui a le droit, c'est l'administrateur qui a le droit d'afficher, par exemple, les logs, etc., etc. Donc, ça, c'est organisationnel. Ce sont des textes, ce sont des éléments à prendre en compte pour pouvoir organiser un peu l'application. Il y a les moyens humains. Si c'est un data center, par exemple, si c'est la banque, on a le serveur qui est là-dedans, on a les guichets automatiques. Donc, les moyens humains, c'est quoi? Ce sont les gardiens que vous prenez pour un peu sécuriser la zone, sécuriser la banque, sécuriser les accès, etc., etc. Et les moyens légaux, donc, ce sont les lois et règlements qu'on doit. Est-ce que tu utilises, Hassan Faye, est-ce que tu utilises ton adresse institutionnelle, ton adresse UVS? Parce que sans l'adresse UVS, tu ne peux pas remplir le formulaire. Donc, les moyens légaux, ce sont les lois et règlements qui sont en vigueur et qui permettent de protéger les applications. Et parmi ces lois, nous avons par exemple au Sénégal la loi sur la protection des données personnelles. OK. Et il y a beaucoup d'autres lois qui se trouvent au niveau du Sénégal. Par exemple, le RGPD en France,
Règlement général de protection des données personnelles. Donc, ce sont des règlements et des lois qui ont été votés dans les pays pour pouvoir protéger un peu les citoyens par rapport à l'utilisation de leurs données personnelles sur les applications. Parce que quand on parle de données personnelles, on parle particulièrement de Internet. Souvent, vous voyez des vidéos qui ont été filmées et certaines personnes même vous disent qu'on ne peut pas utiliser cette vidéo pour inculper une personne, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand on parle de sécurisation d'une application. Voilà, il faut utiliser votre mail UVS, quoi. Sinon, vous ne pourrez jamais y accéder. Même les emails qui se trouvent sur le fichier, avec des adresses Gmail et autres, il faut les changer et il faut les changer. Il faut les changer et mettre. Il faut les changer et mettre votre adresse UVS, votre adresse institutionnelle. Donc, je viens de mettre le lien. Donc, les contrôles et les mesures peuvent être appliqués à l'application elle-même. Donc, ces processus, les composants, les logiciels et résultats, à ces données de configuration, les données de l'utilisateur, les données de l'organisation, et à toutes les technologies, les processus et acteurs impliqués dans le cycle de vie de l'application. Donc, toujours dans le souci de sécurisation de l'application, il y a beaucoup, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et la sécurisation doit se faire à tous les niveaux, comme j'ai dit, donc à tous les niveaux. Donc, si c'est un data center, si c'est une entreprise qui a, par exemple, ses applications hébergées chez elle, chez l'entreprise, donc avant d'accéder au serveur où on a stocké les données, il faudrait une première base de sécurité. C'est-à-dire, pour accéder à la salle, par exemple, on doit mettre des codes, comme dans la salle où je suis. Je vais voir, est-ce que je vous montre. Donc, vous voyez la caméra. Donc, ici, vous voyez la salle, par exemple. C'est un poignet qui ne peut être ouvert qu'à travers un code. Donc, vous voyez comme ça. Donc, vous voyez, moi, j'utilise mon empreinte pour pouvoir ouvrir la salle là. Donc, si c'était une salle serveur, vous allez voir que une personne qui n'a pas, par exemple, mis sa main, qui n'a pas son empreinte enregistrée sur le système, il n'aura pas la possibilité d'entrer dans la salle. Donc ça, c'est un système de sécurité qu'il faudra peut-être mettre dans les salles serveurs. Okay? Donc vous avez la possibilité d'utiliser votre empreinte comme ça. Vous voyez, c'est ouvert. Quelqu'un qui n'a pas l'empreinte, il aura la possibilité de saisir un code. Je ne sais pas si vous voyez, sinon je vous montre. Vous ne m'entendez pas, je parle bien sûr. Donc ici, vous voyez, j'ai la possibilité d'utiliser mon empreinte. Comme si ça ne marche pas, j'ai la possibilité d'utiliser un code aussi. Donc il y a d'autres aussi qui marchent avec des cartes d'accès, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des facteurs qu'il faudra prendre en charge quand vous devez mettre en place votre, votre application. Voilà, donc vous pouvez mettre une carte d'accès ou quelque chose comme ça, quoi. Donc ça, c'est un premier contrôle avant d'accéder. Est-ce que pour les technologies, c'est à nous de choisir ou bien c'est vous qui nous exigez les langages? Toi, tu es toujours sur le projet.
Non, non, je n'exige pas. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation. L'essentiel, c'est il faut les noter sur le fichier là, sur le formulaire que j'ai envoyé. C'est juste ça. Après, on valide. L'essentiel, c'est de maîtriser un peu le process. Parce que dans certaines entreprises, on ne vous exige pas le langage de programmation à utiliser. Bon, ça, dans certaines, oui. Mais moi, je ne vous exige pas. L'essentiel, c'est de maîtriser le process, de pouvoir mettre en place une application web, de pouvoir mettre en place une application mobile, une API, une base de données, etc. etc. C'est juste ça. C'est juste ce que je demande. C'est bon? Voilà, donc comme je disais, il y a plusieurs contrôles à faire. Tant que j'ai parlé de la carte d'accès, de la porte d'accès, si c'est une structure qui a ses serveurs intégrés, l'UVS par exemple, l'ensemble des applications que vous utilisez pour l'UVS sont logées dans le data center de l'UVS. Donc pour aller dans le data center de l'UVS, donc sur la porte d'entrée du data center, on a ce genre de poignée d'entrée. Il faut mettre votre il faut mettre votre empreinte digitale ou utiliser un code pour accéder à la salle. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité. Donc si vous dépassez ce niveau, vous êtes déjà dans la salle. On est d'accord. Donc si vous êtes un malfaiteur, vous avez la possibilité de venir et de brancher tout ce qu'il y a comme câble. Imaginons le problème d'avant-hier du groupe Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Donc, si vous creusez bien, en principe, vous devez avoir des choses à dire par rapport à la sécurité des applications. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prendre en compte. On est d'accord. Un serveur peut être saturé, peut être submergé de requêtes, peut être full. Donc, si c'est le cas, il arrête d'exécuter. Ça, on est d'accord. Mais aussi, on va entrer dans un data center, là où, par exemple, les données de Facebook et autres sont installées. On entre, et voilà. Donc, le code, il n'y avait pas de code sur la porte d'entrée. On entre et on débranche tous les câbles. C'est possible. Et là, voilà, et là, voilà, donc les utilisateurs du système n'auront plus accès à ces données. Donc, si vous entrez dans la salle, si vous êtes un malfaiteur, vous avez carte blanche pour pouvoir bousiller tout le système qui se trouve là-bas. Donc, ça, c'est déjà une chose. L'autre chose aussi, il faut mettre des caméras de surveillance. Il faut mettre des caméras de surveillance. Donc, je vous montre toujours. Ici, on a, euh, non, c'est de l'autre côté. Attends. Donc, on peut mettre une caméra de surveillance, comme ici. Vous voyez, il y a une caméra ici. Et avec cette caméra, par exemple, vous avez la possibilité de détecter les mouvements automatiquement. Donc, quelqu'un est déjà entré dans la salle, on est d'accord. Mais dans la salle, on peut avoir un détecteur de mouvement. C'est-à-dire, quelqu'un entre, on le détecte et il y a un bip qui est envoyé sur le téléphone portable, par exemple, de l'administrateur de la salle, etc., etc. Il peut se déplacer pour venir empêcher au gars. Non, c'est pas ce que ce que je voulais dire. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Euh, j'ai pas dit que le système Facebook a été piraté. J'ai juste donné un exemple. Il faudra faire des recherches parce que moi, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont été piratés, mais il n'y a pas eu d'informations exactes sur ça. Donc, il faudra faire des recherches sur ça. Donc, ça, c'est un élément. Il faudrait aussi, au niveau de la salle serveur, avoir des détecteurs d'incendie, etc., etc. OK? Donc, voilà. OK? Donc, voilà. Donc ça, c'est la partie toujours infrastructure. Hein. Au niveau de la salle, il faudrait avoir un minimum de sécurité. Mais par contre, si vous ne voulez pas héberger vos données au sein de la structure, vous avez la possibilité de l'héberger sur le cloud. Et sur le cloud, il y a d'autres éléments sécuritaires à prendre en compte. Donc ici, j'ai donné l'exemple d'une entreprise qui héberge ses données chez elle, en local, comme l'UVS, comme bon, Google, on peut dire qu'il héberge. L'entreprise héberge ses données chez elle, mais ils ont plusieurs data centers.
qui se trouve dans beaucoup de pays, avec des réplications automatiques. Donc, la réplication aussi peut être une bonne solution. C'est-à-dire, si les données d'un système ne sont pas accessibles, qu'une réplication puisse se faire automatiquement et que le relais puisse prendre le système automatiquement sans que l'utilisateur n'ait à sentir qu'il y a eu un problème, une coupure, etc., etc. Donc, tout ça, c'est la partie logicielle. La partie infrastructure, du moins. Donc, l'autre chose, comme j'ai dit tantôt, ce sont les contrôles qui doivent se faire au niveau de l'application elle-même. OK? Donc, au niveau de l'application elle-même, donc dans ces processus, les composants, les logiciels, les résultats, à chaque fois qu'il y a une action qui est effectuée sur l'application, qu'on puisse faire des contrôles. Est-ce que les résultats qui sont affichés là sont corrects avant de pouvoir l'afficher à l'utilisateur? Est-ce qu'il n'y a pas eu de corruption de données, etc., etc. Est-ce qu'on me demande d'afficher un mot de passe? Si c'est le cas, on ne l'affiche pas, etc., etc. Parce que il y a beaucoup de choses que les pirates font sur les bases de données, par exemple. Ils essaient de contourner un peu le système sécuritaire. Une fois connectés, ils affichent les mots de passe des utilisateurs pour pouvoir se connecter à travers leur compte, etc., etc. OK. Donc, sur les processus, aux données aussi, les données de configuration, parce qu'une application qui est développée, en principe, elle doit accéder à une base de données. Et pour accéder à une base de données, on doit avoir un nom d'utilisateur et des mots de passe. On est d'accord. Et ces informations-là sont stockées au niveau de la base de données. OK? Donc, il faudra bien protéger le stockage de ces informations parce que si un pirate a accès à ça, ça veut dire qu'il pourra se connecter à la base de données. Et si on se connecte à la base de données, on pourra accéder à toutes les informations, les utilisateurs, les mots de passe, les données de l'application, les données des utilisateurs, ce qu'on appelle données personnelles en fonction de l'utilisateur, les codes d'accès, par exemple, bancaire d'un utilisateur, si c'est une application bancaire, les données de santé, par exemple, du président de la République, si c'est un hôpital, les positions géographiques de l'armée, par exemple, si c'est une base de données d'armée, etc., etc. Donc, il faudra protéger les données, faire des contrôles à tous les niveaux afin d'avoir la sécurité maximale de votre application. OK, la configuration des données, les données des utilisateurs, les données de l'organisation, etc., etc. Donc, la sécurité applicative ne couvre pas uniquement la portion logicielle. Ça, vous devez le comprendre, c'est ce que je viens d'expliquer. Il y a une partie logicielle, il y a une autre partie qui concerne les contrôles et mesures appliquées dans le cycle de vie de l'application. Donc, tout ça, c'est le côté applicatif, je veux dire. Et de l'autre côté, il y a la partie infrastructure. C'est ce que je viens de montrer. Si l'application doit être hébergée dans une structure. Mais ça peut ne pas être le travail du développeur. Ça concerne le plus l'administrateur système, l'administrateur de base de données, etc. C'est à lui de pouvoir gérer un peu la sécurité physique des applications. Donc, il y a une sécurité physique, il y a une sécurité applicative. Donc, au niveau de la sécurité applicative, il y a la sécurité qui concerne le logiciel, le développement en tant que tel. Donc, au moment du développement, il y a des éléments sécuritaires à prendre en charge. Mais après cette partie aussi, oui, oui, à travers vos applis. Oui, excusez-moi, partage. OK. Donc, il y a la partie logicielle qui concerne un peu le développement de l'application, les mesures de sécurité à prendre en charge, etc., etc. Et l'autre partie, c'est le cycle de vie de l'application. Le cycle de vie de l'application. L'application, vous l'avez déjà développée, c'est mis en production. Donc, vous avez utilisé des langages de programmation. Maintenant, il y a des failles de sécurité dans ces langages-là. Donc, il faudra tout le temps mettre à jour. L'autre jour, je vous avais montré la liste des 10 failles de sécurité les plus répandues au monde avec l'organisme OW, ASP, si je ne me trompe. Donc, à chaque fois, il y a des failles qui sont disponibles
qui sont utilisés, qui sont exploités pour pouvoir accéder à des applications. Donc, vous, en tant que développeur, il faudrait suivre le cycle de vie de l'application en mettant un peu les mises à jour nécessaires pour ne pas que votre application puisse être piratée. Parce que vous pouvez développer une application aujourd'hui avec PHP, avec Java, et dans 2 mois, il y a une faille de sécurité qui permet d'exploiter un composant de Java là pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc, si vous ne mettez pas à jour, ça veut dire que les pirates pourront utiliser cette faille pour attaquer votre application. Donc, il faudrait tout le temps faire des recherches, faire de la veille technologique sur le net afin de pouvoir appréhender toutes les nouvelles technologies qui sont en rapport avec le langage de programmation utilisé et venir faire des modifications sur le programme là, c'est-à-dire sur le cycle de vie de votre programme, de votre logiciel, de votre application pour qu'elle ne soit pas attaquée. OK? Donc, au sens large, la sécurité, c'est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, humains, légaux pour minimiser la surface d'exposition d'une application ou d'un système contre les menaces. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer tantôt. Donc, on a deux types de menaces, c'est-à-dire les menaces passives et les menaces actives. Donc, les menaces passives visant à écouter ou copier des informations illégalement. Donc, les menaces actives consistant à altérer les informations ou le bon fonctionnement d'un système. Donc, on peut considérer une menace passive, par exemple, à un politicien qui accède à des données électorales. Donc, lui, il ne cherche pas à modifier ces données-là. Donc, il va les utiliser après pour pouvoir faire son discours et essayer de discréditer, par exemple, le pouvoir en place. Donc, ça, c'est une menace passive. Okay. Donc, une menace active, c'est on altère des informations ou le bon fonctionnement d'un service. Donc, c'est comme, par exemple, ce qui pourrait se passer avec Facebook. On se connecte et on supprime toutes les données. On fait de sorte que les applications ne puissent plus être utilisées. Donc, ça, c'est une menace active. Une menace passive, c'est-à-dire on vient, on écoute, on accède aux données, aux informations, on les prend à d'autres fins. L'application continue de marcher, mais on a récupéré des informations. Ça, c'est une menace. C'est une menace passive. OK? Donc ici, c'est l'application des concepts de sécurité à une application web. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé des concepts de sécurité. Donc c'est l'occasion. Donc ici, vous avez donc ici, vous avez les concepts de base et le cycle de vie d'une application, les concepts de base de la sécurité. Et il y en a combien? Il y a combien de concepts pour la sécurité? Ça aussi, il faudra l'apprendre par cœur. Oui, bien sûr, la pratique se fera à travers vos applications. La pratique se fera à travers vos applications. Ça, c'est obligatoire. Donc, il y a 6 ou 7 concepts de base. Concepts de sécurité. Les concepts de base de la sécurité informatique. Il y en a 6 et il faudrait les apprendre par cœur pour pouvoir les définir. Parce que quand on dit qu'une application est sécurisée, ça veut dire que l'application là répond à ces 6 concepts. Parmi ces concepts, on a l'authentification. OK, OK. L'intégrité, la non-répudiation, la signature et le hachage. Non, non. La signature et le hachage permettent de répondre à un concept. OK, donc les concepts sont là. On a l'authentification et le contrôle d'accès. Donc, ces concepts-là s'appliquent à l'utilisateur, celui qui doit se connecter à l'application. L'authentification et le contrôle d'accès. Donc, si vous avez votre application, vous avez un formulaire de connexion qui vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc,
Le fait de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe permet de répondre au concept d'authentification. Donc, le contrôle d'accès, c'est le fait de pouvoir vérifier au niveau de la base de données ou du système que vous utilisez pour pouvoir vérifier les connexions à votre application, les privilèges que vous devriez donner à cet utilisateur-là pour accéder à ces données. Donc, ça s'applique côté utilisateur. C'est l'authentification et le contrôle d'accès. Donc, ce sont critères, les deux premiers critères de sécurité, les deux premiers concepts. OK? Donc, le client web, c'est quoi? C'est quoi le client? L'utilisateur, on le connaît. C'est quelqu'un qui vient, qui se connecte, qui met son utilisateur, son nom d'utilisateur et son mot de passe, comme sur Facebook, comme sur WhatsApp, comme sur Instagram. Et c'est quoi le client web? C'est quoi un client web? Donnez-moi un exemple. Le site IVS, c'est juste des brouillons de recherche. Ah, d'accord, OK. Non, un client web. Un client web. Voilà, le navigateur. Un navigateur, c'est un client web. Un navigateur, c'est un client web. Donc, on utilise un client web, c'est-à-dire on utilise un navigateur, on utilise l'application mobile pour pouvoir accéder à l'application en tant que telle. Donc, l'application est hébergée sur un serveur et l'application est accessible à travers une application web. Donc, le client web est utilisé pour pouvoir accéder à une application web. L'application web est hébergée sur un serveur web. Le serveur web, comme on a vu un peu l'environnement de développement, ça peut être sur un serveur Linux à travers Apache Nginx, etc. Ça peut aussi être sur votre ordinateur à travers WAMP, LAMP, ZAMP, etc., etc. Et la relation entre le client et le serveur web permet de pouvoir vérifier deux concepts, la confidentialité des données et la protection de l'analyse du trafic. La confidentialité des données, c'est quoi? C'est de pouvoir vérifier si l'utilisateur qui veut accéder à ces données-là est celui qui est, comment dirais celui qui doit y accéder au fait. C'est l'utilisateur à qui appartient ces données. Donc, c'est ce qu'on appelle confidentialité des données. Donc, la protection de l'analyse du trafic, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un utilisateur qui se connecte, par exemple, vous utilisez votre portail pour accéder à l'application UVS. Donc, un utilisateur qui se connecte sur le réseau ne doit pas avoir la possibilité d'analyser le trafic et de voir les informations qui transitent entre l'utilisateur et le serveur. Est-ce que vous me comprenez? Attends, je vais essayer de faire. Vous ne comprenez pas, c'est normal. C'est normal. Donc, on va pouvoir. Heureusement, je suis au niveau d'un studio, donc on va pouvoir faire des voilà, donc je partage encore l'écran.
c'est bon, je pense. Bon, j'essaie de chercher un peu l'écritoire, mais ça n'a pas trop fonctionné, quoi. Ok. Donc, là, on a matérialisé tout à l'heure un utilisateur. Ok. Donc, ici, on a l'utilisateur. À part l'utilisateur, on a quoi? Le client web. Donc, on peut dire que c'est quoi? C'est le navigateur. Donc, c'est le navigateur qui est là. Et il y a un lien entre l'utilisateur là et le navigateur. On est d'accord. Donc, le navigateur accède au serveur web. Donc, ici, on a le serveur web. On a le serveur web. Donc, l'utilisateur, c'est quelqu'un qui se connecte à travers une application. Il utilise Internet pour pouvoir accéder au serveur web. Donc, sur le serveur là, on doit avoir le serveur Apache. On est d'accord. Le serveur Apache ou Unix, c'est-à-dire le serveur web. Donc, on peut avoir Apache, par exemple, c'est matérialisé par du HTTP. OK. Donc, derrière, on a Apache ou Minx. Donc, sur le même serveur ou un autre serveur, on peut avoir la base de données. Donc, je le matérialise aussi toujours dans le même serveur web plus base de données. OK. Donc, on a l'utilisateur qui utilise Internet pour accéder à l'application. Et l'application ici, c'est hébergé sur un serveur web et base de données. Donc, tout à l'heure, vous allez voir un serveur applicatif, mais ça ne concerne pas souvent, c'est un serveur applicatif. Donc, ça ne concerne pas souvent toutes les applications. Je m'explique. Si vous utilisez, par exemple, comme langage de développement J2E, vous aurez besoin d'un serveur applicatif qui peut être matérialisé par du Tomcat ou du JBoss, quoi. Parce qu'il y a des environnements qu'il faut respecter au moment du développement d'application. Donc, on peut avoir des environnements 1 tiers, 2 tiers ou 3 tiers. Donc, dans le cas d'un environnement 3 tiers, vous aurez besoin d'un serveur applicatif. C'est-à-dire que vous départagez un peu la répartition des différentes couches de l'application au niveau de 3 serveurs. OK? Au niveau de 3 tiers, c'est-à-dire l'application web sera installée sur un serveur, la base de données sur un autre et le serveur applicatif sur un autre. Donc ici, on a l'utilisateur qui utilise un navigateur, un client web, pour pouvoir accéder à son application web qui est hébergée sur un serveur où on a installé le serveur web à travers Apache ou Minx et un serveur de base de données qui peut être du MySQL, du PostgreSQL, etc., etc. Donc, on a dit qu'on a 6 critères, on a 6 concepts de la sécurité. Hein? On est d'accord. Donc, on a vu tout à l'heure qu'au niveau de l'utilisateur, on doit avoir la possibilité de confirmer les 2 concepts qui sont l'authentification, donc l'authentification et le contrôle d'accès, si je ne me trompe. On a l'authentification et le contrôle d'accès. On est d'accord. Donc, une fois connecté, une fois que l'utilisateur utilise Internet et accède à l'application au serveur, on doit pouvoir vérifier 2 autres concepts. On doit pouvoir vérifier 2 autres concepts. Et ces 2 concepts sont quoi? Le premier, c'est la confidentialité des données. On est d'accord? Et l'autre, si je ne me trompe, c'est le contrôle d'accès. Donc, c'est la confidentialité des données. Non, la confidentialité des données et la protection contre l'analyse du trafic. Donc, la confidentialité des données et le contrôle par rapport à l'analyse du trafic.
Donc la confidentialité des données, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour vérifier que les données sont confidentielles, que seul le propriétaire des données puisse y accéder. Donc le contrôle contre contre le trafic, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'homme du milieu, the man of the middle, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est un utilisateur qui est là, qui se connecte à travers Internet ou un réseau local pour accéder à un serveur. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est un réseau. C'est un réseau à travers le navigateur. Parce que pour accéder à un réseau, à une application qui se trouve sur un serveur, on doit utiliser un navigateur. On est d'accord. Il y a plusieurs sortes de réseaux, pour ne pas entrer dans les détails. On a le réseau Internet. On peut avoir aussi un réseau intranet. On est d'accord. Donc, un utilisateur, pour accéder à ce système, pour me répéter, on se connecte à un réseau qui peut être local, comme un réseau Internet. Et pour accéder à ce réseau, on utilise un navigateur. On est d'accord. Donc, ça veut dire que plusieurs utilisateurs peuvent se connecter sur un réseau, même s'ils n'ont pas de compte pour pouvoir accéder à l'application. On est d'accord. Est-ce que vous me suivez? Donc, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui se connectent sur un réseau pour pouvoir accéder à une application. Donc, on a dit que sur l'application, on doit gérer la confidentialité et la protection contre l'analyse du trafic. On est bon jusqu'ici. Donc là, on était sur l'authentification. Et quoi? Le second, c'était quoi? On est sur l'authentification et le contrôle d'accès. Ah, moi, mes écritures, j'ai pas l'habitude d'écrire, quoi. C'est un peu compliqué. Oh, oui, le schéma est dans le cours, mais oui, c'est vrai que c'est pas aussi clair que ça, hein. OK. Donc, on a les 6 concepts, comme je l'ai dit. Ici, on gère l'authentification et le contrôle d'accès. Après, on va le définir de toute façon. Là, il y a l'Internet. On a ici la confidentialité des données et la protection contre l'analyse du trafic. Comme je l'ai dit, c'est un réseau qui peut être Internet ou intranet, c'est-à-dire un réseau local. Donc, c'est un réseau. Vous, par exemple, vous pouvez utiliser votre clé de connexion pour accéder à Internet. Mais si vous arrivez à l'ENO, vous allez voir plusieurs réseaux. ENO de Bourg, administration, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir le code pour accéder au réseau administration, mais vous n'aurez pas peut-être accès à toutes les applications qui se trouvent sur Internet. OK? Donc, le man of the middle, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte sur le réseau et il utilise des outils qui lui permettent d'analyser tout le trafic qui se passe dans le réseau auquel il est connecté. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes chez vous, vous utilisez un access point, vous utilisez un routeur pour vous connecter sur Internet. Il y a le SSID où vous vous connectez, on vous demande de mettre un mot de passe. Donc, vous pouvez faire le test chez vous. Donc, vous vous connectez et vous demandez par exemple à votre frère de se connecter sur le même réseau. Donc, vous êtes d'accord, vous êtes sur le même réseau. Chacun a son adresse IP. Privé, bien sûr. Et c'est le routeur qui permet de faire le travail pour que vous puissiez accéder à Internet. Parce qu'on est d'accord, il faudrait aussi voir la différence entre une adresse IP publique et une adresse IP privée. Une adresse IP privée ne peut pas sortir du réseau local. C'est l'adresse IP publique qui est connue au niveau de Internet. Chaque serveur qui se trouve sur Internet doit avoir une adresse IP publique. On est d'accord. Et quel est l'outil qui permet de faire la liaison entre l'adresse IP publique et l'adresse IP privée? C'est le routeur. C'est le boîtier que Sonatel vous donne quand vous êtes chez vous et qui vous permet de vous connecter sur Internet. Parce qu'il n'y a pas assez d'adresse IP publique. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous devez en principe faire ce cours depuis la deuxième année. Donc, un utilisateur qui se connecte ici, man of the middle, c'est-à-dire qui se connecte sur l'access point qui se trouve chez vous ou au niveau de l'ENO. Vous êtes 2 étudiants qui êtes connectés au niveau de l'ENO. Et il faudra même faire le TP. Vous mettez en place une application. L'étudiant qui se connecte là peut utiliser une application qui est installée sur son serveur pour vérifier tout ce qui se passe au niveau du réseau, pour vérifier tout le trafic.
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, vous comprenez. Maintenant, donnez-moi le nom de ce logiciel-là qui permet d'analyser le trafic. Voilà, Wireshark. Comment on l'écrit? W-I-R-C-H-A-R-K. Comme ça. Donc, avec cet outil, si l'application n'est pas sécurisée, si l'application qui se trouve sur le serveur là n'est pas sécurisée, ça veut dire que l'utilisateur qui est ici et qui utilise Wireshark pour analyser le trafic, il aura la possibilité de voir toutes les données qui transitent entre cet utilisateur-là et le serveur. Parce que vous êtes d'accord avec moi que l'utilisateur, pour accéder à ce système, on lui demande de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, il saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe. S'il le saisit, le nom d'utilisateur et le mot de passe là transitent à travers le réseau pour être vérifiés au niveau du serveur. On est d'accord? Maintenant, si les deux critères là, comment ça s'appelle? Les deux premiers concepts, l'authentification et le contrôle d'accès, ne sont pas vérifiés ici. Donc, l'utilisateur là pourra pouvoir analyser le trafic et accéder à ces données, faire semblant de se connecter sur ce système. Et pour respecter tout ça, il y a des, comme je l'ai dit, il faudrait respecter ces concepts. La protection contre l'analyse du trafic et la confidentialité des données. Maintenant, pour pouvoir implémenter ces deux concepts, la confidentialité des données et la protection contre l'analyse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai donné l'exemple tout à l'heure pour l'authentification et le contrôle d'accès. Pour l'authentification, on utilise un formulaire d'utilisateur avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, etc. etc. Donc, pour l'authentification, c'est ça. Pour le contrôle d'accès aussi, il faudrait mettre au niveau du serveur des outils permettant de contrôler l'accès aux données en fonction de l'utilisateur qui est connecté. Donc, j'ai donné les deux exemples là. Maintenant, pour l'analyse contre le trafic et la confidentialité des données, il y a aussi des choses, il y a des contrôles à faire pour pouvoir respecter ces deux concepts. Est-ce que vous pouvez me donner ces quelques exemples pour pouvoir garantir la confidentialité des données et la protection contre l'analyse du trafic? Oui, le logging, c'est ici, c'est au niveau de l'authentification. On doit demander un login et un mot de passe. Ça, on est d'accord. Maintenant, comment faire pour interdire à Ali, celui qui est là, de ne pas pouvoir accéder aux données qui transitent entre l'utilisateur et l'application? Qu'est-ce qu'on doit appliquer sur le serveur? Qu'est-ce qu'on doit appliquer sur l'application pour pouvoir garantir la confidentialité des données et la protection contre l'analyse du trafic? Bon, pour la confidentialité, on peut utiliser un mot de passe. Non, parce que comme je l'ai dit, le nom d'utilisateur et le mot de passe, ça ne permet pas de garantir les deux concepts. Le nom d'utilisateur et le mot de passe permet de garantir les deux premiers concepts qui sont quoi? L'authentification et le contrôle d'accès. Donc, c'est l'authentification et le contrôle d'accès qui sont gérés par le nom d'utilisateur et le mot de passe. L'authentification et le contrôle d'accès. Ça, c'est clair. On est déjà bon. Maintenant, moi, je parle de la confidentialité et de la protection contre l'analyse du trafic. Confidentialité, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tantôt, l'utilisateur doit accéder qu'à ces données. Aux données, il ne doit accéder qu'aux données auxquelles il a le droit
côté serveur. Ça, c'est la confidentialité. Et pour le faire, il y a des règles à respecter. La protection contre l'analyse du trafic. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Oui, le login et le mot de passe, on est d'accord. Pour la confidentialité, on peut utiliser un mot de passe. Oui, disons. Oui, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres. L'utilisation de protocole. Quel protocole? Quel genre de protocole? TLS et SSL. Donc, TLS et SSL permettent de sécuriser, de crypter les données. On est d'accord? TLS et SSL. C'est juste ça. Il faudrait, au niveau du serveur, de pouvoir crypter les données. Parce que quelqu'un qui est là, on ne peut pas lui empêcher d'utiliser des Wireshark et autres. On est d'accord. Donc, il peut l'utiliser. Mais nous, en tant que développeurs, qu'est-ce qu'on peut? C'est-à-dire, on peut crypter les données qui doivent quitter l'utilisateur là vers le serveur. Donc, on doit avoir la possibilité de le crypter et vice-versa. Parce que, comment se passe le processus de connexion de l'utilisateur vers l'application? Donc, il saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. Une fois cliqué, s'il clique sur se connecter, automatiquement, les informations sont envoyées vers le serveur. Et si on n'applique pas le protocole de sécurité, s'il n'y a pas de certificat SSL, si l'accès à l'application ne se fait pas à travers du HTTPS, les données qui transitent vont transiter en clair. Et l'utilisateur qui se connecte ici avec du Wireshark, il pourra accéder au nom d'utilisateur et au mot de passe saisi par l'utilisateur. Et ça, si vous le faites à Leno, ça va marcher, c'est clair. Vous utilisez Wireshark, vous utilisez un réseau local, vous développez une application qui peut être sur WAN, accessible à travers l'ensemble des utilisateurs. Si vous demandez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et qu'il n'y a pas HTTPS, qu'il n'y a pas de sécurité, vous allez voir que les informations vont transiter entre l'utilisateur et le serveur. Si le serveur continue le traitement, c'est-à-dire le serveur vérifie si l'utilisateur et le mot de passe là permettent d'accéder à des données, il doit renvoyer un résultat. Oui, par exemple, ou si ça passe, il doit lui renvoyer une autre page, qui est la première page à afficher si un utilisateur se connecte, en fonction des profils, bien sûr. Si ça ne passe pas, on envoie par exemple non. Et là, il y aura un message qui va s'afficher pour dire que, par exemple, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ne vous permet pas de vous connecter sur le système. C'est aussi simple que ça. Donc, pour respecter les 4 critères-là, on a donné les contrôles à faire sur chaque côté. Donc, là, on a l'authentification et l'authentification ici et le contrôle d'accès. Donc, pour ça, on a parlé de notre utilisateur et de mot de passe qu'il faudra sécuriser. Il faudra aussi mettre des critères à respecter sur cette partie. Ne pas, par exemple, demander aux utilisateurs de pouvoir saisir un mot de passe de 3 caractères, ça n'a pas de sens. Un mot de passe de 3 caractères, c'est facile à décrypter. C'est facile à pirater. Donc, il faudrait des limites par rapport au nombre de caractères de mot de passe. Dire que pour chaque mot de passe, on doit pouvoir saisir, par exemple, 8 caractères alphanumériques, etc., etc. Mettre en place des mécanismes qui permettent de limiter le nombre de mots de passe si le premier saisi n'est pas bon. Dire que l'utilisateur n'a pas le droit de saisir 3 mauvais mots de passe. Si c'est le cas, on bloque l'application, il pourra ressaisir, je ne sais pas, 3 jours après, ou on lui envoie un SMS, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de critères à appliquer ici pour pouvoir garantir l'authentification et la protection des données. Donc, l'authentification et le contrôle d'accès. Maintenant, le troisième et le quatrième concept qui sont la confidentialité des données et la protection contre l'analyse du trafic.
vous allez voir qu'il y a les questions de mot de passe qui vont revenir pour gérer la confidentialité. Mais aussi, on aura un peu la gestion des profils, des privilèges, etc. Pour qu'un utilisateur qui se connecte, qui ne puisse accéder qu'aux données auxquelles il doit accéder. Il y a aussi la sécurisation des transactions en utilisant un protocole sécurisé comme SSL ou TLS. OK. Oui, SSH, c'est si vous devez utiliser un terminal, par exemple, pour accéder à un serveur. Donc, FTP, FTPS, etc., etc. Donc, il y a aussi toujours ici le cinquième concept. Le cinquième concept, c'est quoi? C'est la non-répudiation. C'est quoi la non-répudiation? C'est quoi la non-répudiation? C'est quoi la non-répudiation? Non, non, la non-répudiation, non, non, pas une rupture. Le fait de ne pas rejeter une demande. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, le cours là, depuis l'année passée, je ne l'ai pas fait, mais je suis sûr que ce n'est pas ça. La répudiation, ce n'est pas ça. Allez-y, je vous attends. La non-répudiation. Ah, c'est disponible sur le cours. Pourquoi vous ne pouvez pas? Avant de venir au cours, il faut lire. La non-répudiation. La non-répudiation est le fait de s'assurer qu'un contrat, notamment un contrat signé via Internet, ne peut être remis en cause par une des parties. Donc, toi, tu as pris, tu as pris une définition sur le net. Donc, c'est la même définition. Mais là, on ne parle pas de contrat. On en parle. Il faut crypter les données pour éviter the man or the middle d'intercepter les données et de les lire. Signifie la possibilité de vérifier que l'envoyeur et le destinataire sont bien les parties qui disent avoir respectivement. OK, OK. Donc, Goriba, ça, tu viens de prendre ça sur le cours, hein? C'est pas sur Internet. Que l'émetteur du message ne pourra pas nier avoir émis le message dans le futur. Pas nier, voilà, c'est ça. Donc, ici, on vous dit que le système doit pouvoir authentifier l'émetteur et le récepteur du message. Par exemple, moi, quand je viens, j'envoie un message à partir du système. J'envoie un message à partir du système. Donc, 2 jours après, je ne dois pas nier. Donc, le système doit pouvoir confirmer qu'effectivement, c'est toi qui avais envoyé le message et le récepteur aussi, c'était lui. C'est ce qu'on appelle non-répudiation. Donc, parfois, c'est l'un des concepts les plus difficiles à pouvoir gérer. Donc, c'est très difficile de prendre cela en charge. Donc, ça, c'est le cinquième concept qui s'applique sur le serveur. Donc, c'est ce qu'on appelle non-répudiation. Et après, on a l'intégrité des données.
l'intégrité des données qui doit s'appliquer aussi sur la base de données. Moi, je l'avais mis, comme j'ai dit au début, sur le serveur, parce que d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe, en tout cas pour les applications un tiers, mais on peut le sortir comme base de données et base de données. Et comme je disais depuis le début, sur le projet que je vous ai remis, je vous ai parlé d'API. Donc ici, on a l'application, c'est-à-dire que là, donc, on enlève la base de données. On est d'accord, comme on a la possibilité de le mettre. Donc, il y a une liaison entre le serveur web et la base de données. On est d'accord sur ça? Il y a un lien entre le serveur web et la base de données. Parce qu'on peut utiliser deux serveurs distincts pour pouvoir faire le travail. Donc, on peut avoir un serveur web, on peut avoir une base de données distincte. Donc, ici, ça peut se trouver sur un serveur. Si on a une application qui roule sur plusieurs, qui gère plusieurs utilisateurs, comme AWS par exemple, c'est un environnement 2 tiers. On a une application Apache, ou 3 tiers même. On a une application qui gère tout ce qui est authentification, une application qui gère tout ce qui est système, données applicatives et autres, et un autre serveur qui gère la base de données. Donc, on a 3 serveurs au niveau de l'UVS, par exemple, pour l'application qui gère votre environnement numérique de travail, pour l'application qui gère le portail. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit avoir une liaison entre le serveur web et la base de données. C'est quoi la liaison? Parce que si un utilisateur, on revient un peu en arrière, l'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe, il y a des actions qui sont effectuées au niveau du serveur. Donc, c'est ici où se trouve l'application. Et sur l'application, on a par exemple la partie qui vérifie si le nom d'utilisateur et le mot de passe là existent sur la base de données. Donc, comment ça se passe? Ici, on a l'application qui le fait. Mais l'application, pour le faire, doit se connecter sur la base de données. Parce que les données ne sont pas stockées au niveau de l'application, mais au niveau de la base de données. Donc, il y a des recherches qui sont effectuées entre ce serveur-là et la base de données. Il y a une requête qui est envoyée au niveau de la base de données. Si c'est une base de données MySQL, une requête SQL par exemple, qui dit, je vous donne juste un exemple. Il y a un utilisateur qui a saisi user comme nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc l'application exécute la requête select login mot de passe par exemple. Select login virgule mot de passe from BD user ou table user, je ne sais pas, table user from user comme ça, where. Maintenant, c'est dans le where là qu'on met ce que l'utilisateur là a saisi. Where on peut appeler non user ce que l'utilisateur a saisi, mot de passe. Where user égale n mot de passe égale. Donc, c'est ce que l'application envoie comme requête au niveau de la base de données. Et comme c'est une base de données, la requête là est exécutée. La requête, comme on a dit, select login mot de passe, on doit sélectionner le login et le mot de passe au niveau de la base de données pour vérifier si ça correspond à ce que l'utilisateur a saisi. Si ça existe, on renvoie à l'application les informations, le login et le mot de passe. Donc l'application dit que c'est OK. Donc on peut sélectionner le login, le mot de passe et le profil, les privilèges. Et si l'application vérifie, il dira que l'utilisateur là existe, il a tel privilège, on lui affiche cette page. Et c'est cette information-là qui sera affichée au niveau du navigateur de l'utilisateur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, sur la base de données, comme on parle de données qui doivent transiter entre l'application et la base de données, il y a le sixième concept qu'on appelle intégrité des données. Donc, l'information qui quitte la base de données pour aller vers l'utilisateur doit être intègre. Donc, l'information doit être correcte, ne doit pas avoir des composants qui ne faisaient pas partie de l'information au moment de son stockage au niveau de la base de données. Donc, l'information en quittant la base de données pour aller vers l'application ou vers l'utilisateur ne doit pas subir des modifications. Donc, c'est ce qu'on appelle
le sixième concept de la sécurité, qui est l'intégrité des données. Donc, pour pouvoir vérifier qu'une application est sécurisée, on doit pouvoir garantir les 6 concepts qui sont: le premier concept, c'est l'authentification. Le second, c'est le contrôle d'accès. OK? Le troisième concept, c'est la protection contre l'analyse du trafic. Le quatrième, c'est la confidentialité des données. Le cinquième, c'est la non-répudiation. Et le sixième, c'est l'intégrité des données. Et pour pouvoir garantir ces 6 concepts de base, il y a des contrôles, il y a des règles à pouvoir appliquer sur le développement de votre application. Comme je l'ai dit tout au début, il y a plusieurs contrôles qui doivent se faire dans toutes les phases. Et en gros, ça consiste de deux parties, ça concerne 2 parties, la partie logicielle et la partie infrastructure. Donc, pour la partie logicielle aussi, on a 2 sous-parties, c'est-à-dire le développement du logiciel, de l'application. Il y a des règles à prendre en compte sur le nombre de mots de passe, sur la durée de vie du mot de passe, sur le cryptage des données qui sont stockées sur le serveur, sur le cryptage des informations qui transitent entre l'utilisateur et le serveur, etc., etc. Donc, il y a la partie aussi qui concerne le cycle de vie de l'application. Donc, une fois l'application développée, donc au moment de son utilisation, on peut avoir des failles de sécurité et autres. Donc, il faut avoir la possibilité de pouvoir faire des modifications pour pouvoir prendre en charge les changements, les failles de sécurité qui ont été découvertes depuis le début du développement, depuis la mise en place de l'application. Donc, on a une partie logicielle. Dans la partie logicielle, on a la partie qui concerne le développement du logiciel et l'autre partie, le cycle de vie du logiciel. La seconde partie, c'est l'infrastructure. On a parlé de la sécurisation de l'enceinte où est stocké, où sont stockés les serveurs qui doivent héberger l'application. On doit avoir peut-être des caméras de surveillance. Okay? On doit avoir le système doit être sécurisé pour accéder au système. Si c'est un serveur Linux, on doit demander un mot de passe fort. On doit demander un autre utilisateur qui n'est pas facile à comprendre. Il faut avoir au niveau de la salle des détecteurs d'incendie. Donc tout ça, ça fait partie des critères de sécurité qu'il faudrait prendre en charge pour pouvoir dire que mon application est sécurisée. Donc les 6 concepts, pour les appliquer, il y a 2 parties comme je viens de l'expliquer. Donc il y a la partie logicielle et la partie infrastructure. Et pour chacun des 6 concepts, il y a des contrôles à faire, comme je l'ai dit, sur les mots de passe, sur les données qui doivent transiter entre les serveurs, sur le fait de pouvoir vérifier que l'utilisateur qui demande l'information est celui qu'il prétend être, etc., etc. Donc, en gros, ce sont les 6 concepts qui constituent un peu la sécurité applicative. Donc, si vous maîtrisez ces 6 concepts-là, ça veut dire que vous avez compris ce qu'est la sécurité applicative. On est d'accord? Ok, maintenant on va voir les différents types de menaces. Oui.
Oui, oui, Etienne. Bon, c'est indispensable. Comme je l'ai dit, pour pouvoir... Oui, vas-y, Nafissatou, tu as une question à poser. Je me suis reconnecté, hein, j'ai perdu les messages. Je pense que tout à l'heure, il y a un étudiant qui a demandé si les concepts sont liés. Oui, effectivement, ils sont liés. Et comme je l'ai dit, pour pouvoir garantir qu'une application est sécurisée, il faut, comme je l'ai dit tantôt, vérifier que l'ensemble de ces 6 concepts ont été appliqués sur tout le processus de mise en œuvre de l'application, tant sur la partie logicielle que infrastructurelle. Oui, vas-y, Nafissatou, oui. Bonsoir, monsieur. Je voulais demander si pour l'authentification et le contrôle d'accès, pour vérifier cela, on a les connexions et login. Et pour la confidentialité des données et la protection de l'analyse du trafic, on a les protocoles de sécurisation TSL et SSL. Alors, qu'en est-il pour la non-répudiation et l'intégrité des données? Voilà, ça c'est une très pertinente question. Comme je l'ai dit, la non-répudiation des données n'est pas facile à gérer sur le processus de développement d'une application. Donc, on va voir tout cela au fur et à mesure du déroulement du cours. Mais il n'y a pas de concept défini pour pouvoir dire que si ça, je l'applique sur le logiciel, je peux garantir la non-répudiation. Et si vous regardez la définition, c'est pour garantir qu'un utilisateur qui se connecte, qui fait une action sur une application, doit pouvoir être retracé. Il ne doit pas pouvoir nier que c'est lui qui l'a fait. Par exemple, on peut signer, par exemple, toutes les actions, toutes les activités qui sont effectuées sur l'application. Si un utilisateur se connecte, par exemple, on génère toutes les informations par rapport au navigateur qu'il a utilisé. On lui prend, par exemple, on prend une photo de l'utilisateur qui est connecté, etc., etc. Donc, il n'y a pas une règle définie qui permet de pouvoir vérifier que la non-répudiation a été validée. Mais au fur et à mesure du développement de l'application, vous essayez de mettre en œuvre les pratiques qui permettent de garantir la non-répudiation. Comme je l'ai dit, c'est assez difficile, c'est pas facile. C'est rare de voir même des applications qui peuvent le faire parce que si par exemple, c'est une application qui nécessite qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe qui se connectent pour se connecter, est-ce que si je donne le nom d'utilisateur et le mot de passe à mon collègue, lui, il se connecte, il fait des actions sur l'application, est-ce qu'après, l'application pourrait garantir que c'est effectivement moi? Non. Mais par contre, si on utilise un contrôle d'accès par empreinte digitale, donc là, on peut être sûr à 90% que c'est l'utilisateur qui a lui-même effectué ses actions, à moins qu'on ne coupe votre doigt et on se connecte à travers ça. Donc, c'est ça pour la non-répudiation.
Donc, pour l'intégrité des données, toujours la sécurisation SSL, le hachage des données au moment de l'envoi permet de le garantir. Donc, si l'information doit quitter la base de données et aller vers l'utilisateur, il faut le crypter tout au long du processus parce qu'il quitte la base de données, il transite vers l'application, il part sur Internet, si c'est une application qui est logée sur Internet, et il revient au niveau de l'utilisateur à travers son navigateur. Donc, il faudrait crypter toutes les informations, toute l'information en tout cas, du serveur vers l'utilisateur. Donc, en gros, c'est ce qui permet de respecter l'intégrité des données. Mais au fur et à mesure, on va confirmer. Vous aussi, vous allez faire des recherches parce que maintenant, toute l'information est disponible sur Internet. Vous pourrez à chaque fois que vous pouvez aussi consulter le cours. OK? Est-ce que le tuteur parle? Oui, je parle. Tu as des problèmes avec ton haut-parleur. Voilà. Donc, la non-répudiation, c'est quoi? C'est la garantie que une des deux parties ne pourra assurer ne pas être l'auteur d'un message. Oui, s'il y a des transactions entre deux utilisateurs, entre un utilisateur et une application, donc l'utilisateur ne doit pas avoir la possibilité de nier que c'est lui qui a effectué ces actions à travers l'application. Donc c'est ça la non-répudiation. OK. Donc ici, on a les différents types de menaces. OK. Donc toute menace montre un système informatique. Donc toute menace contre un système informatique appartient à l'un des types de menaces suivants. Donc l'interruption, l'interception, la modification, l'insertion.
Donc, on a 4 types de menaces et ils sont répartis suivant le tableau ci-après. Donc, l'interruption, l'interception, la modification, l'insertion concerne un peu les données de l'application. Donc, ce sont les données qu'on intercepte. Donc, ce sont les données qu'on peut modifier. Donc, on peut modifier aussi. Et on peut insérer aussi des données. Donc, l'interruption et la modification concernent le matériel. Et pour le logiciel, on a aussi l'interruption, l'interception et la modification. Sur le logiciel, vous allez voir par exemple que donc si vous voyez tout au milieu, sur le schéma, donc vous avez les données, le matériel et le logiciel. OK? Et c'est quoi le logiciel? C'est l'application en tant que telle qui vous permet de vous connecter et d'accéder aux données. On est d'accord. C'est quoi le matériel? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de serveur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de serveur. OK? Et le serveur doit être dans un local. Le serveur, c'est une machine, c'est un ordinateur avec plus de capacité. On est d'accord. Donc, c'est un ordinateur au fait qui ne s'éteint jamais. Donc, c'est un matériel. Donc, c'est sur le matériel qu'on installe les logiciels qui permettent de pouvoir héberger l'application et les données. On est d'accord? Et ce sont les données-là qui peuvent être interrompues, qui peuvent être interceptées, qui peuvent être modifiées. Euh, et aussi, on peut insérer de nouvelles données sur la base de données, sur l'application. Donc, il faudra retenir que on a 4 types de menaces. Donc, l'interruption des données, c'est ce que l'homme du milieu, par exemple, fait, the man of the middle. L'interception, je voulais dire. Donc, il intercepte des données, il récupère des données qui doivent transiter entre l'utilisateur et son serveur. La modification, donc the man of the middle, lui, il ne peut pas modifier des données. Voilà, donc il y a d'autres types de menaces qui permettent de modifier ou d'insérer des données. Donc, c'est ce que les 10 failles de sécurité montrent pour la plupart du temps. Donc, toutes les menaces qui sont détectées permettent d'attaquer les systèmes à travers ces quatre types de menaces. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, le cours prochain, on va voir l'introduction au hacking et jargon. Donc, en principe, si vous êtes dans un NO, vous devez avoir la possibilité de faire des TP. Vous devez avoir la possibilité de faire des TP. Donc, avec un access point, vous créez un réseau, vous vous connectez, vous créez une application qui permet aux utilisateurs de s'authentifier à travers un login et un mot de passe. OK? Donc, quelqu'un se connecte. En se connectant, il y a l'autre qui utilise Wireshark pour capter les données pour capter les données de l'utilisateur connecté. Voilà, donc ça, c'est un TP que vous pourrez faire. Monsieur, pouvez-vous nous parler de l'attaque c'est quoi? Une attaque par déni de service est une attaque ayant pour but de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service à l'utiliser. À l'heure actuelle, la majorité de ces attaques se font à partir de plusieurs sources. Ouais, vous avez Internet, mais vous voulez me... Monsieur, je ne parviens pas à télécharger VirtualBox. Tu as quel système d'abord? Tu as quel système? Pourquoi tu ne parviens pas à installer VirtualBox?
Bourama, tu viens d'arriver ou quoi? Windows 10. C'est quoi? Tu ne connais pas le lien pour pouvoir télécharger VirtualBox ou quoi? Vous n'avez pas accès à Internet à votre NO ou quoi? J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez... Ah, voilà. Oui, ça peut être lourd, je suis d'accord. Donc, si vous avez 4 Go de RAM, vous ne pourrez pas utiliser VirtualBox. Sinon, ça va être compliqué. Donc, si vous n'avez pas de bonne machine, il faut utiliser WAMP. Il n'y a pas de souci. Il faut utiliser WAMP et un éditeur qui n'est pas si lourd pour pouvoir. Oui, oui, je vais revenir sur les menaces. Mais, oui, si c'est lourd, vous utilisez WAMP, il n'y a pas de souci. Donc, VirtualBox, c'est pas obligatoire, quoi. C'est pas obligatoire. OK. Donc, voilà, si vous avez un point d'accès, vous pouvez créer un réseau à partir du point d'accès. Et si vous êtes 4 étudiants 5, vous créez une petite application qui permet à l'utilisateur de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, toujours sur WAMP. Bon, il faudrait que l'utilisateur qui se connecte soit à soit à une machine et le serveur sur une autre machine. Donc, le troisième utilisateur peut se connecter sur le même réseau et utiliser Wireshark pour essayer d'analyser le trafic, quoi, ce qui se passe dans le réseau. Et là, vous allez voir qu'il y aura des requêtes de type GET ou POST qui pourront un peu transiter vers le réseau. La configuration des links, hein? Tu es de quel NO? La configuration doit marcher. Point d'accès en même temps que switch. Parce que là, tu n'as besoin que... Est-ce que tu as vu votre AGT, monsieur K? En principe, ça doit marcher. Voilà, donc l'attaque par déni de service, comme son nom l'indique, donc ce sont des attaques qui un peu empêchent le bon fonctionnement d'une application. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. OK. Oui, c'est parce que c'est pas bien configuré, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous devez configurer un serveur DHCP. DHCP pour pouvoir attribuer des adresses. Donc, si c'est pas bien fait, là, vous n'aurez pas, si c'est pas bien fait, vous n'aurez pas accès, vous ne pourrez pas l'utiliser, quoi. Donc, il faut bien vérifier que le DHCP marche. Voilà. Donc, si c'est le D-Link qui doit jouer le rôle de DHCP, en principe, ça ne doit pas poser problème, ça doit marcher. Vous tous, vous devez pouvoir vous connecter et vérifier si vous avez votre adresse IP. Donc, si vous tous, vous avez des adresses IP, vous essayez de vous pinguer. Les utilisateurs qui sont connectés sur le réseau, ils se pingent entre eux. OK? Est-ce que le ping marche entre les utilisateurs? Est-ce que vous arrivez à vous connecter sur le D-Link? Si vous vous connectez, est-ce que vous avez une adresse? Oui, mais si c'est bien configuré, vous n'avez pas besoin de fixer l'adresse. Le DHCP vous attribue une adresse sans problème. Donc, si vous devez fixer une adresse, ça veut dire que c'est pas bien configuré. C'est vrai, c'est pas bien configuré. Non, après, tu peux me faire signe. De ce fait,
Si tu as accès à ça, on fait un appel vidéo pour qu'on essaie de voir si on pourra l'installer ensemble. OK. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé de revenir sur les différents types de menaces. Il y en a 4. C'est ce qu'il faut retenir. Toute menace. Parce que tout à l'heure, on a parlé de menaces passives et menaces actives. Oui, je ne suis joignable que sur WhatsApp. Hein. OK. Voilà. Donc, il y a des menaces passives et des menaces actives. Les menaces passives permettent d'accéder juste à des données. Donc, on accède à des données et on utilise ces données-là à d'autres fins. Les attaques actives permettent d'accéder à des données et de détériorer le système par déni de service, par exemple, pour pouvoir empêcher un peu la bonne utilisation de l'application. Donc, on a les menaces actives et passives qui peuvent être réparties aussi en 4 types, c'est-à-dire l'interruption, l'interception, la modification et l'insertion. Donc, si on attaque un système, on ne peut faire que ces 4 actions-là. On interrompt les données, on interrompt, je veux dire, les données qui transitent, on peut intercepter les données, on peut modifier des données sur le système, on peut aussi y insérer des données. Donc, si on parle de modification et insertion, c'est une attaque active parce qu'on peut empêcher un peu le système de marcher. Mais l'interruption et l'interception, c'est un peu passif parce que ça n'empêche pas la bonne marche du système. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, si c'est bon, on se revoit le jeudi prochain, Inch'Allah. Oui, vas-y, Gori, oui, vas-y. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bon, je voulais juste vous demander une question, puisque j'ai déjà entendu que un étudiant a demandé est-ce qu'il a un problème pour installer le virtual machine. Oui. Bon, moi, j'avais pas fait les cours passés là. Mhm. Est-ce qu'à défaut de cela, on peut utiliser Xampp? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez utiliser XAMPP ou WAMP. L'essentiel, c'est d'avoir l'environnement chez vous, quoi, et de pouvoir développer. Ok. Donc, oui, VirtualBox, c'est un peu lourd pour vos machines de 4 Go de RAM là. Donc, il faudra voir comment contourner, quoi. Effectivement, c'est ça. Mhm, Ok, mhm. merci beaucoup. Ok, merci.